Alors bonjour à toutes et à tous, mon nom est Julia Caron-Guillemette, je suis conservatrice éducatrice ici au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et aujourd'hui je vous amène avec moi découvrir nos expositions temporaires. En ce moment, on se trouve dans l'exposition Célébration, qui est une exposition qui célèbre, comme le titre l'indique, les 30e anniversaires du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et les 40 ans du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qu'on célèbre cette année. En ce moment, on se trouve dans la salle dédiée à l'histoire du symposium. Donc, le symposium a été fondé en 1982 avec pour objectif de recréer du lien entre les artistes contemporains et le grand public. On peut voir d'ailleurs, juste derrière moi, des photos des artistes à l'œuvre, puisque c'est bel et bien l'objectif du symposium, de voir les artistes en pleine création. Donc, on a vraiment cette idée-là, disons, de refaire un peu le lien entre l'art contemporain, qui était un peu boudé, disons, à l'époque, et le grand public. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous se souviennent qu'à une certaine époque, le symposium se tenait dans l'aréna de la ville. Aujourd'hui, il se tient à l'école, l'ancienne école Thomas Tremblay, qui est aujourd'hui le pavillon Jacques Saint-Gelais-Tremblay. Le symposium a passé par plusieurs périodes. Disons, il a passé de symposium de la jeune peinture à symposium de la nouvelle peinture internationale au Canada. Et aujourd'hui, c'est le symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Mais tout ça, au départ, ça a été fondé par nul autre que Mme Françoise Labbé. On va aller faire un tour d'ailleurs pour un petit quelque chose d'intéressant. En fait, dans l'exposition, puisqu'il s'agit d'une exposition historique, on trouve aussi des archives, donc des lettres qui ont été écrites de la main même de Mme Labbé. Mme Labbé qui a fait ses études en art visuel, elle a étudié aux Beaux-Arts, également à Paris pendant un certain temps, et lorsqu'elle revient à Baie-Saint-Paul, dont elle est native, elle veut revitaliser le paysage culturel de la ville, entre autres en créant un événement comme le Symposium. Donc, on voit un peu des témoins de cette histoire-là, de cet événement qui, aujourd'hui, a pris de toutes nouvelles allures. On a passé de la peinture à cet été, par exemple, avec notre thématique connectée, interconnectée, le monde numérique en question, des œuvres numériques, du vidéo-mapping, de la vidéo, de la photographie, des œuvres complètement montées par ordinateur. Donc, on a vraiment toutes ces œuvres-là qui nous montrent à quel point l'art a évolué, le symposium avec lui. Tout ça grâce à cette belle volonté, cette vision très humaniste de l'art de Mme Labbé. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le symposium est un lieu de rencontre. Aussi, comme certains d'entre vous se rappellent, le symposium s'est tenu à l'Aréna. On peut d'ailleurs voir quelques photos du symposium à l'époque où il se faisait à l'Aréna. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on parle d'art contemporain, mais de l'art qui sort de son milieu. On est vraiment à l'extérieur du musée, on s'en va infiltrer la vie de tout le monde, en fait. On sort vraiment des limites des musées, des centres d'artistes, des universités pour aller dans un endroit qui est extrêmement accessible. C'est vraiment un des objectifs, justement, de l'art contemporain, que monsieur, madame, tout le monde, autant que les critiques, les conservateurs de musées, les spécialistes puissent discuter avec ces artistes-là, découvrir leurs œuvres sur un pied d'égalité. On voit d'ailleurs dans les photos qu'on a des clientèles tout à fait variées, entre autres des sœurs, probablement des petites franciscaines de Marie qui venaient faire elles aussi leur tour au symposium, tout comme nombre de familles de Baie-Saint-Paul, mais aussi partout à travers le Québec. Le symposium, avant tout, c'est un événement de création. Oui, un lieu de rencontre, mais surtout un endroit où on fait de la peinture, de l'art contemporain. Donc, le résultat, l'œuvre, la création est évidemment bien important.
On en a un exemple derrière moi avec l'œuvre Gnomon de Bill Vincent. Maintenant, imaginez-vous être un artiste. On est peut-être dans les années 80, 90. Vous venez au symposium faire une œuvre dans un aréna. Déjà, on est dans un espace de création, dans un atelier qui est immense. Mais là, en plus, Madame Labbé, qui, elle, a déjà dans le fond de sa tête peut-être une idée de musée, de collection qui s'en vient, eh bien, elle fait l'acquisition de toutes les œuvres qui sont produites pendant le symposium. Donc, vous êtes un artiste, vous avez un lieu de création immense et vous n'avez pas à vous occuper du transport ni de l'entreposage de votre œuvre. Quel plaisir! Ça vous fait une belle occasion de faire des œuvres de très grand format. Comme vous pouvez voir derrière moi, d'ailleurs, l'œuvre de Bill Vincent, elle est assez grande, hein? Elle est plus grande que moi, plus large que moi également. Donc, ça fait des œuvres qui sont très imposantes, très impressionnantes. Surtout que dans notre cas ici avec Bill Vincent, c'est une œuvre sur panneaux de bois et ce ne sont pas seulement des panneaux qui sont peints, ce sont des panneaux qui sont gravés également, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'est vraiment un travail du bois qui s'ajoute à celui de la peinture pour créer une texture naturelle très intéressante. Le sujet de l'œuvre, en fait, ce sont des mégalithes que Bill Vincent a vus lorsqu'il est allé en Irlande l'année précédente son arrivée au symposium en 90. Et c'est pour ça qu'il a fait cette œuvre-là. Donc, la texture du bois, même la texture de la peinture, rappelle un peu celle des pierres qu'on peut retrouver en Irlande. À présent, on se trouve dans la section de l'histoire du musée de l'exposition Célébration. C'est vers la moitié des années 80 que le Centre d'art, la Corporation d'art, va commencer une campagne de souscription volontaire où on va inviter les gens de Baie-Saint-Paul, monsieur et madame tout le monde, à donner un peu d'argent pour aider à la création d'un centre d'exposition d'envergure nationale. Au total, c'est plus de 100 000 $ qui vont être récoltés en 86 pour ce centre d'exposition-là. On lance donc le projet. On va décider de construire le musée sur le site de l'ancien cinéma, le Laurentien, qu'on peut voir dans la photo juste ici. Donc, un cinéma qui était considéré comme étant trop vétuste pour être toujours utilisé. Donc, le cinéma a été détruit et par-dessus le cinéma, bien, sur le site, on a construit le musée qui a été dessiné par l'architecte Pierre Thibault. D'ailleurs, notre salle d'exposition principale reprend les dimensions et les angles de la salle de cinéma, tout comme les bancs qu'on utilise sont en fait les anciens sièges de la salle de cinéma. En 1992, c'est l'inauguration officielle du centre d'exposition de Baie-Saint-Paul. Nul autre que M. Brian Mulroney, premier ministre du Canada à l'époque, est présent pour l'inauguration. Ça nous donne une idée un peu donc à quel point ce musée-là est déjà important dès sa fondation en 1992. C'est en 2008, par la suite, que le centre d'exposition va obtenir l'accréditation de musée et qu'on va devenir officiellement le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Maintenant, donc, aux expositions s'ajoute la mission de conservation et de collectionnement d'œuvres d'art de 1945 à aujourd'hui d'artistes de notre belle province. On va aller jeter un œil aux œuvres un peu de notre collection, justement. Au musée, on a une collection de pas moins de 3000 œuvres d'art. Donc, c'est quand même beaucoup de créations, beaucoup d'artistes, beaucoup de médiums, de techniques différents qu'on rassemble ici dans la réserve, mais qu'on présente aussi dans notre exposition Célébration, puisque, évidemment, la collection fait partie intégrante du musée. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on collectionne des œuvres de 1945 à aujourd'hui d'artistes du Québec. On retrouve donc des artistes comme Jean-Paul Riopelle, qu'on peut voir à ma droite, qui est assez connu dans le monde de l'art, mais aussi des artistes comme Alicia Lorente. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu d'ailleurs de ces photographies à la Maison Mère où on avait justement fait le projet avec elle de documenter la vie des petites franciscaines de Marie avant qu'elles ne déménagent du couvent. Donc, on a des photos derrière moi, mais on en retrouve aussi dans le corridor des fondatrices de l'ancien couvent. Et dans l'exposition, on peut aussi retrouver une œuvre plus contemporaine de 2013 de Mathieu Valade, tout en miroir, qui montre un peu justement que les artistes vont se développer, vont repousser un peu les barrières, faire des œuvres différentes qui vont s'éloigner
de ce que les règles de l'histoire de l'art, que les beaux-arts ont imposé aux artistes pendant très longtemps. Faire une œuvre, un miroir en chien, pourquoi pas? Et nous, ici, on a justement cette mission-là de diffuser ça, de présenter ces œuvres-là et d'en parler, comme je le fais avec vous aujourd'hui, comme on le fait dans notre exposition. Donc, on entre à présent dans l'univers ludique, créatif de BGL. BGL, en fait, c'est un collectif d'artistes composé de Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière. Donc, on comprend que les premières lettres de leurs 3 noms de famille forment le nom du collectif. BGL, c'est un collectif d'artistes donc, qui a travaillé pendant 25 ans ensemble, de 1996 à 2021, et qui ont vraiment... on pourrait dire brasser la cage, comme la commissaire de l'exposition aime bien à le dire. Ils ont brassé la cage de l'art québécois, de l'art contemporain, pour être plus précis, avec une approche du jeu de l'art, vraiment une approche très décomplexée qui va vraiment remettre en question l'idée d'un art contemporain élitiste. On peut remarquer, entre autres, avec notre troubadour qui m'accompagne en ce moment, qui semble être fait en bâton de pops. Je vais vous inviter à regarder de plus près cette œuvre d'ailleurs, parce qu'en fait, ce ne sont pas du bois qui compose cette œuvre-là, c'est plutôt du bronze qui imite les bâtons des sucreries glacées qu'on aime bien prendre en été. Donc, on va ici vraiment jouer, détourner, tromper le spectateur, et c'est à ça que le collectif vous invite avec cette exposition-là, à commencer même par le texte de salle, le texte de la commissaire que les artistes ont altéré en barrant, en faisant des petites corrections et en ajoutant même leur nom au commissaire. Comme vous pouvez remarquer à la fin, non seulement Audrey Caro a-t-elle commissarié l'exposition, mais à Audrey s'ajoute également BGL qui ont eux aussi donné leur signature à cette exposition, tout comme au texte. En ce moment, on peut observer l'œuvre « Rejoindre quelqu'un » de BGL, une œuvre qui a été faite en 1999. Donc, on est dans les tout débuts du collectif. Ils sont sortis de l'université, ça fait pas très longtemps, et en fait, ils s'en vont à Saint-Jean-Port-Joli à l'occasion d'une résidence d'artistes. Pour cette résidence-là, ils vont fabriquer 7 cabines téléphoniques, comme celle qu'on peut voir en ce moment, des cabines faites de bois recyclé. Au début de leur pratique, les artistes sont vraiment dans une approche de patenteux, on pourrait dire, de l'art contemporain. Ils vont utiliser énormément de bois recyclé. Le trio est même reconnu beaucoup pour une œuvre qui s'appelle « Perdu dans la nature », qui est en fait une Mercedes complètement faite de bois de grange recyclé. Donc, on a vraiment cette approche-là ici du patenteux, du gosseux de bois, on pourrait dire, avec cette cabine téléphonique. Au travers de cette œuvre-là, il y a toute une réflexion, d'abord sur l'art qui surprend, puisqu'en fait, les cabines ont été réparties au long de la 132 dans Saint-Jean-Port-Joli et elles étaient placées dans des endroits un peu incongrus. Entre autres, on pouvait en trouver une, les 4 pattes dans l'eau. Celle-ci, par ailleurs, était placée autour d'un arbre. Un peu dur de téléphoner à ce moment-là, mais c'est vraiment cette idée-là, justement, du jeu, du détournement, de l'incongru qu'on retrouve dans ces œuvres-là. Mais il y a tout aussi une relation à la communication. Déjà en 1999, ces cabines-là commencent à se faire de plus en plus rares. Et donc, on commence à parler de cette obsolescence, peut-être un peu, de cette téléphonie-là pour une téléphonie plus mobile, mais aussi l'idée de rejoindre quelqu'un, d'avoir un contact réel, de privilégier un contact téléphonique par-dessus celui d'un vrai contact de personne à personne. Bref, des réflexions qui ne font que prendre de l'ampleur aujourd'hui avec toute l'importance qu'on accorde au cellulaire, entre autres. Donc, une œuvre qui, bien qu'elle ait été faite en 1999, est encore plus pertinente probablement aujourd'hui que ce qu'elle pouvait l'être au moment de sa création. Derrière moi, on trouve une section qui a été préparée par la commissaire de l'exposition, Audrey Caro, où on peut observer des archives ou des dessins, des esquisses que BGL a fait et qui se trouvaient dans leur atelier. En fait, BGL, il faut comprendre que c'est vraiment une entité à 3 têtes ou à 6 mains, comme ils préfèrent le mentionner, et
que la création, les idées vont vraiment passer, entre autres, par le dessin. Leur communication artistique, on pourrait dire, va passer énormément par les esquisses. Donc, on voit vraiment un peu ici la création qui est en train de se faire à travers ces bouts de papier-là que la commissaire a rassemblés ensemble. On a des œuvres qui sont dans l'exposition, d'autres œuvres qui ne le sont pas, et même certaines œuvres qui n'ont jamais vu le jour, en fait, qui ne sont restées qu'au statut d'idées. Aussi, parmi les dessins, on peut retrouver des photographies du collectif, des performances, entre autres, qu'ils ont fait, et même cette image-ci, cette photo, qui est une œuvre qui faisait partie d'une exposition s'intitulant « Effets de mode et autres pirateries du genre », une exposition qui a eu lieu en 2006 et où les artistes étaient dans une approche très conventionnelle de l'art, on aurait pu le croire. Parce qu'à l'époque, BGL, leur objectif, c'est de déstabiliser le spectateur, de prendre possession des espaces d'exposition et de les transformer complètement. Tandis que dans cette exposition-là, ils arrivent et on est dans la fameuse boîte blanche, le White Cube, qu'on appelle en histoire de l'art, donc les murs tout blancs, même les bollards devant les œuvres. Et donc, les spectateurs sont invités à se promener devant ces photos-là qui peuvent sembler relativement standards, disons, dans l'approche de l'art contemporain. Mais là, surprise, on se promène et à un moment donné, bang, l'œuvre tombe et ça surprend le spectateur. On se demande, bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le tableau est tombé? Mais pourquoi? Est-ce qu'on est dans un cauchemar où tout va bien? Et là, finalement, on entend le moteur qui fait remonter l'œuvre. Ça fait partie du jeu de BGL. Vous remarquerez d'ailleurs que l'œuvre a un peu souffert de ces nombreuses chutes-là qu'elle a fait à chaque jour. Les coins sont un peu, disons, courbés, un peu abîmés par toutes les tombées qu'elle a fait au fil de l'exposition. En 2015, BGL a été invité à représenter le Canada à la Biennale de Venise, qui est un événement en art qu'on pourrait comparer aux Olympiques en sport. En art actuel, c'est vraiment un événement où chaque pays sélectionne parmi tous les artistes un collectif, un ou une artiste pour représenter son pays, pour prendre possession, disons, avec ses créations du pavillon du Canada à Venise. C'est un très, très grand honneur pour BGL de se faire inviter comme ça à la Biennale. Et pour cette œuvre-là, ils vont créer une œuvre qui s'appelle Canadissimo. Une œuvre qui va être en 4 sections, dont je me situe actuellement dans l'une de ces sections-là qui s'appelle l'Atelier. En fait, pour comprendre cette œuvre-ci, il faut comprendre un peu l'histoire de la création, surtout l'histoire que raconte cette création-là. Quand on entrait dans le pavillon du Canada, on se faisait transporter de Venise à Québec sans nécessairement prendre l'avion, puisqu'on se retrouvait dans un grand dépanneur. Le genre de dépanneur dont le propriétaire habite un logement juste au-dessus. Sauf que dans ce dépanneur-là, il y a quelque chose d'assez particulier, puisque les produits ont un logo qui est un peu décalé, un peu flou. C'est les artistes eux-mêmes qui ont détourné ces logos-là, ces produits-là, pour leur donner cet aspect-là qui nous forçait, en tant que spectateurs, à regarder une deuxième fois, à nous assurer qu'on avait bien vu que cette image-là n'était pas comme elle devrait l'être. Si on passait derrière le comptoir caisse, on tassait le rideau de bambou à l'arrière, on se retrouvait dans le loft, justement, dans l'appartement du propriétaire du dépanneur, où on pouvait observer une cascade de pièces de monnaie tombées dans une porte transparente devant nous. On poursuivait notre route et là, on se retrouvait dans l'atelier. En fait, il faut savoir que ce dit propriétaire de dépanneur, il a lui-même une pratique artistique, il fait lui-même des œuvres et on se retrouve en ce moment dans le milieu de sa création. Bien qu'on soit dans la création d'un personnage fictif, ce propriétaire du dépanneur du pavillon du Canada, selon la commissaire Audrey Caro, cette œuvre-là, elle est très représentative de l'atelier même des artistes. Elle est très représentative même de leur pratique. Pour elle, cette œuvre-ci, c'est plus qu'un atelier, c'est plus qu'une section d'œuvres de la Biennale de Venise, c'est un autoportrait du collectif. On peut voir vraiment cette accumulation-là d'objets. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y en a
quand même plusieurs, des cannes de conserve. On retrouve aussi beaucoup de pinceaux, on voit des miroirs, on retrouve des radios, des outils, vraiment de tout, ce qui représente très bien l'atelier de BGL et leur personnalité très foisonnante, disons, leur création plutôt, je devrais dire, très foisonnante. BGL sont très reconnus pour leur approche ludique de l'art, mais aussi pour des œuvres qui sont critiques, qui abordent des enjeux importants de la société, des enjeux sociaux, des enjeux culturels. Ici, entre autres, avec toutes ces cannes de conserve, on aborde entre autres cette surconsommation. Il faut les avoir consommées, ces cannes-là, avant de les vider et de pouvoir les recouvrir de peinture, comme on le voit en ce moment. Mais il y a aussi une réflexion sur la pauvreté alimentaire. Quoi de plus symbolique de cette pauvreté-là alimentaire qu'une canne de conserve, qu'une conserve elle-même, que ces produits-là très peu coûteux. Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont abordés dans cette œuvre-là qui, malgré son aspect très ludique, très joyeux, coloré, nous pousse quand même à réfléchir. Une œuvre qu'on peut regarder au premier degré et apprécier au premier degré, qui est magnifique en soi, mais qui nous invite aussi à réfléchir, à nous questionner, comme BGL l'a fait énormément dans ses œuvres depuis ses tout débuts en 1996. Donc, la section de Canadissimo qu'on peut observer dans notre exposition ici au MAC-BSP, ce n'est qu'une section de l'œuvre qui a été présentée à Venise, comme on en a parlé tout à l'heure. Cependant, la section qu'on voit n'est pas exactement comme celle qu'on pouvait voir en Italie. Entre autres, il y a des éléments qui ne sont pas présents, mais surtout, l'œuvre est présentée dans une structure. En fait, à Venise, on peut comprendre que l'atelier prenait un certain espace du pavillon du Canada, mais quand l'œuvre a été achetée, eh bien, les artistes ont construit cette structure-là dans laquelle on voit l'œuvre aujourd'hui, qui reprend un peu l'architecture du pavillon du Canada. Donc, ça fait un rappel du contexte de présentation en 2015, lorsque l'œuvre a été créée. Une mort sans titre fait partie des œuvres qui sont présentées pour la première fois en sol québécois, qu'on a la chance d'avoir dans notre exposition. Il s'agit d'une œuvre faite en bois, encore une fois, réutilisée. On parle encore de ce rapport-là au recyclage, à la réutilisation. Et ici, l'œuvre, elle, représente une serre brûlée. Donc, on reprend des thématiques que BGL a explorées tout au long de sa collaboration, des thématiques comme l'éphémérité des choses, le temps, la vie, la mort. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette œuvre-ci, elle a été faite en 2021, dans la dernière année, en fait, de création, la dernière année du collectif qui ont annoncé leur séparation cette même année-là. La commissaire demande d'ailleurs dans son texte d'exposition si cette œuvre ne serait pas une genre de prémonition, une annonce de cette fin-là, de cette mort du collectif, tandis que les artistes qui auront collaboré pendant 25 ans poursuivent aujourd'hui sur leur propre chemin, après avoir chamboulé l'histoire de l'art québécoise, après avoir bouleversé nombre de spectateurs. Aujourd'hui, ils poursuivent leur chemin, laissant derrière eux cette trace-là, ce bagage-là, qui nous invite encore aujourd'hui, malgré leur séparation, à continuer de réfléchir, à continuer de remettre en question, à continuer de jouer, surtout, avec l'art. Le film immersif s'intitule « Territoire des Amériques ». C'est un film qui revisite un peu à la manière d'un carnet de voyage les endroits importants de la carrière, de la pratique artistique de René Drouin. On peut donc voir l'artiste en pleine création, entre autres même, tandis qu'il fait une œuvre inédite pour le film, une œuvre de format circulaire qui s'ajuste au format du dôme dans lequel le film est projeté. Et aussi, on peut l'entendre faire la narration de sa propre vie, de son propre voyage artistique, alors qu'on peut observer les images, tandis qu'il va vraiment aller voyager, retrouver ces espaces-là qui l'ont marqué dans sa carrière.